Bien, bonjour mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Je suis vraiment heureux de vous retrouver après un temps de vacances déjà loin, certes, mais qui a permis sans aucun doute de couper un peu avec celui de l'immédiateté, dans un contexte sanitaire heureusement plus favorable. Comment ne pas se réjouir du retour à la normale pour cette nouvelle rentrée? Quelle joie pour les équipes, enseignantes en particulier, d'accueillir des élèves démasqués. Depuis 2 ans, partout, nous avons vu des acteurs et des équipes s'engager avec courage, avec détermination, agilité et inventivité. Et nous avons veillé aussi à aider les familles les plus touchées financièrement. Je veux encore une fois les remercier. Cette même capacité à l'engagement des acteurs qui fait que l'enseignement catholique aborde donc cette rentrée avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'espérance. Ne nous laissons pas gagner par la morosité ambiante, même si les tableaux dressés sur les plans économiques, financiers et sociaux sont sombres. Conséquence de la crise sanitaire, guerre en Ukraine, dépendance énergétique. L'explosion du coût de l'énergie et des matières premières va beaucoup impacter l'école, et notamment les coûts de chauffage, de déplacement, d'achat de fournitures scolaires, de restauration, mettant aussi à rude épreuve le pouvoir d'achat des familles. Dans un tel contexte, nous allons nous employer à apporter à nos familles les plus fragilisées des réponses de solidarité, ainsi qu'à limiter au maximum les augmentations des contributions familiales comme des tarifs de cantine, tout en veillant, bien sûr, à maintenir l'équilibre financier de nos établissements. Sans nier les difficultés rencontrées, nous avons une responsabilité particulière vis-à-vis des jeunes. Oui, nous devons être les témoins quotidiens de l'espérance qui nous habite, leur donner de l'espoir, leur montrer qu'ils doivent avoir confiance en eux et ne pas avoir peur de l'avenir. Nous leur devons donc notre engagement sans faille, encore et toujours, l'engagement de tous les acteurs de l'enseignement catholique, ceux de nos équipes éducatives, professionnelles comme bénévoles, mais nous comptons aussi à nos côtés sur l'engagement de nos partenaires, de la puissance publique, de l'État comme des collectivités territoriales. C'est avec lucidité et espérance que nous regardons notre rentrée. Soyons clairs, c'est pour l'enseignement catholique une petite rentrée en termes d'effectifs. En premier degré, la baisse de 9 000 élèves était attendue. Elle est un peu inférieure aux prévisions qui pouvaient monter jusqu'à 12 000 élèves. Il s'agit de la poursuite de la baisse des effectifs consécutive à la baisse démographique. Elle est quasi générale sur l'ensemble du territoire. On note cependant une intéressante hausse des effectifs en très petite section. En second degré, la baisse de 9 000 élèves également est la résultante d'évolutions contrastées. Nos collèges sont stables avec plus 388 élèves. En lycée général et technologique, nous perdons 3 800 élèves en seconde générale, alors que nous enregistrons une hausse de 3 800 élèves en première et terminale, notamment une hausse significative dans les filières technologiques. Quant aux effectifs des formations post-bac, ils baissent également, tout particulièrement dans les BTS, moins 6 000 élèves, mais aussi dans les CPGE, moins 750 élèves. Cette baisse significative dans les formations post-bac devra être analysée précisément lorsque nous aurons les chiffres définitifs issus de l'enquête lourde et ceux de l'évolution générale dans l'éducation nationale. Mais nous savons d'ores et déjà qu'une partie de ces pertes sont en fait des transferts d'élèves
sous statut scolaire vers des formations parfois identiques sous statut d'apprenti. En effet, à cette rentrée, et sous toute réserve, car les chiffres ne sont pas encore stabilisés dans ces formations, les formations de l'enseignement catholique devraient accueillir 35 000 apprentis, soit à nouveau une hausse de 10% des effectifs de ces formations. L'enseignement agricole n'échappe pas à la tendance baissière de cette rentrée, en perdant 588 élèves. Il faut cependant noter qu'une part significative de cette perte est due à la sortie d'un établissement du CNEAP. À périmètre constant, les effectifs de l'enseignement agricole diminuent de 337 élèves, soit 0,8%, baisse plus que compensée par l'augmentation du nombre des apprentis. Les évolutions des classes de lycée devront être aussi analysées plus précisément, mais un des éléments de réponse réside dans le poids de la crise financière qui touche des familles, pour certaines déjà fragilisées par la crise sanitaire. Ainsi, face aux difficultés, un grand nombre de familles ont renoncé, et c'est le cas d'inscription en seconde, ont renoncé à inscrire leurs enfants dans nos établissements quand elles ne les désinscrivent pas, ne pouvant faire face aujourd'hui aux coûts de restauration, aux coûts de transport scolaire, lesquels, à quelques exceptions près, et à la différence du public, ne sont pas pris en charge par les collectivités et incombent entièrement aux familles. Je souhaite remercier particulièrement ces collectivités qui apportent leur soutien aux familles, quel que soit le lieu de scolarisation de leurs enfants. Permettez-moi de m'arrêter un instant sur cette question de plus en plus criante des inégalités qui s'accentuent entre les élèves du public et ceux du privé. Inégalités que la crise économique amplifie encore. Inégalités qui ne favorisent pas la mixité sociale. Oui, les élèves scolarisés dans les établissements privés et leurs familles sont victimes, j'ose le dire, de discrimination. Discrimination pour la restauration. En dehors de quelques collectivités qui font le choix d'accompagner les familles dont les enfants sont scolarisés dans l'enseignement privé, nos élèves ne bénéficient d'aucune aide. Il faut pourtant bien avoir à l'esprit que toutes les collectivités subventionnent l'intégralité des familles des établissements publics et donc aussi les plus aisés. Pourtant, dans le même temps, la grande majorité de ces mêmes collectivités refusent même d'aider ne serait-ce que les plus pauvres de nos établissements. Le plan cantine à 1 €, subventionné et mis en avant par l'État, vient certes d'être ouvert à nos établissements, mais les conditions pour en faire bénéficier nos élèves sont totalement inadaptées à notre réalité économique et dépendent exclusivement de la bonne volonté de la collectivité qui le met en place dans ses propres cantines. Discrimination au niveau des transports scolaires, où certaines régions se permettent, en avançant l'argument de la sectorisation qui ne nous concerne pas, d'accorder la gratuité des cars scolaires seulement aux élèves du public, où certaines lignes de bus desservant nos établissements ont été supprimées, ou pire encore, des élèves scolarisés dans l'enseignement privé ne peuvent monter dans le car que s'il y a des places non occupées par les élèves du public. L'application des règles s'est durcie et peut conduire des familles à ne plus pouvoir scolariser leurs enfants dans le privé. Nous en avons des témoignages. Et que dire ? Que dire de cette discrimination sans doute la plus insupportable parce qu'elle touche les élèves du privé en situation de handicap qui ont besoin de l'accompagnement d'un AESH sur les temps périscolaires. Faute de financement, ils ne peuvent plus en bénéficier alors qu'ils sont pris en charge par les collectivités territoriales dans le public. Je le dis avec fermeté, je trouve que c'est véritablement un scandale. Et les témoignages des familles
qui nous remontent ne sont absolument pas des cas isolés. Je voudrais juste vous citer un cas actuel, réel, d'un petit garçon que je vais appeler Pierre, si vous voulez bien, dans l'Académie de Limoges. Pierre est un petit garçon de CE1 qui pèse 17 kilos parce qu'il a un gros problème de santé, un problème de nutrition lié à une maladie qui s'est aggravée par une phobie alimentaire. La MDPH a notifié 10 heures d'un accompagnement pour le temps du déjeuner, parce qu'il faut beaucoup de temps à Pierre pour essayer d'avaler quelque chose. Pierre a été accompagné par une jeune femme formidable qui a su gagner sa confiance, qui a su lui redonner le goût de la nourriture. Et donc, l'an dernier, Pierre a grossi, a pris du poids. Bonne nouvelle. Joie pour la famille. Mais le PIAL local, obéissant à des instructions, a décidé de retirer cette accompagnante pour Pierre en cette rentrée scolaire parce que pas financée par le rectorat. Après des démarches lourdes, difficiles de la famille et du chef d'établissement, une solution très temporaire a été trouvée en prenant des heures d'une AESH qui est déjà dans l'établissement pour aider Pierre à déjeuner. Mais comme la confiance n'est pas établie entre ces nouvelles personnes, que ça change, Pierre ne mange plus. Sa maman a écrit en disant que c'est une régression, qui risque de nouveau d'être hospitalisé et nourri par sonde. Quel gâchis, quel scandale! Comment accepter cela? Il faut que ça change. Il faut que l'État assure la continuité des financements des accompagnants des élèves en situation de handicap pendant les activités périscolaires. D'ailleurs, lors de la précédente législature, un député avait déposé une proposition de loi qui va dans ce sens. Elle tient en 3 lignes, je vous la lis. Dès lors que l'accès aux activités périscolaires est une composante nécessaire à la scolarisation des élèves et qu'elles sont préconisées par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'État assure la continuité du financement des accompagnants des élèves en situation de handicap pendant ces activités. Ça doit changer. La loi doit changer et on peut espérer que sur une telle loi, il y ait unanimité. C'est la seule solution pérenne. Tous ces sujets que je viens d'aborder, toutes ces discriminations que je viens d'évoquer, sont des questions majeures pour les familles que nous portons depuis des années auprès des pouvoirs publics. Notre mobilisation avec l'association des parents d'élèves, l'APEL, va se poursuivre et même s'amplifier. S'ajoutent à tout cela les charges financières qui pèsent de plus en plus lourd sur nos établissements. Alors que dans trop d'endroits encore, les forfaits ne couvrent pas les charges de fonctionnement de nos établissements, et parce que nous ne sommes jamais considérés comme des entreprises ou particuliers, nous allons encore être exclus des dispositifs permettant, par exemple, d'améliorer notre bâti scolaire et notamment des aides pour les travaux des rénovations énergétiques. Nos établissements ont déjà, dans la plupart des cas, eu à gérer seuls la mise aux normes d'accessibilité des locaux. C'est bien ici la question du statut de l'immobilier scolaire des établissements associés à l'État qui se pose avec beaucoup d'acuité avec les questions fiscales qui l'accompagnent. Nos établissements ne bénéficieront pas non plus du bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement et subissent déjà la hausse vertigineuse des tarifs du gaz et de l'électricité. Ainsi, une petite école en Franche-Comté, 200 élèves, avait une facture annuelle d'un peu plus de 20 000 euros. On lui propose un contrat à 200 000 euros, sachant que le résultat de cette école est de 50 000 euros par an. C'est un exemple parmi des centaines. Alors, au vu des discours ambiants, il m'a paru un peu nécessaire, en quelque sorte, de remettre les pendules à l'heure. Arrêtons de penser que nous croulons sous les aides, les millions de l'État. Non, nous ne sommes pas des privilégiés comme on l'entend ici ou là.
Ne pas faire de différence entre les enfants n'est pas faire un cadeau au privé. Il s'agit là de discrimination de la part de la puissance publique qui considère qu'il y a deux catégories d'enfants. C'est pourquoi j'en appelle ici à un engagement renouvelé de la puissance publique aux côtés de nos établissements, des familles qui les choisissent et des jeunes qui y grandissent. Je ne suis pas en train de quémander. Je parle ici d'équité. Je parle aussi d'engagement et de responsabilité partagée. Bien sûr, c'est à nous d'abord qu'il revient de s'engager. Et nous le faisons. Avec ce que l'on a, nous remplissons notre mission avec moins de moyens que dans le public. Notre forme associative fait que nous avons l'habitude de faire beaucoup avec peu de moyens. Nous sommes donc habitués à vivre dans une certaine sobriété. Mais tout n'est pas entre nos mains. On aura beau mobiliser toute la bonne volonté de nos équipes, leur engagement n'y suffira pas. Je veux souligner en particulier que cela ne suffira pas pour atteindre des objectifs de mixité sociale qu'on attend de nous et pour lesquels je souhaite fortement, en tant que secrétaire général, que nous progressions. Parce que le projet de l'enseignement catholique le réclame, j'y reviendrai. Mais on ne peut pas, d'un côté, nous reprocher notre manque de mixité sociale et de l'autre, refuser de mettre en place les mesures pour permettre son développement. Voilà pourquoi j'en appelle à un engagement de tous les acteurs. Chacun doit prendre ses responsabilités, surtout à l'heure où ces questions de mixité sociale et scolaire se posent à notre société tout entière, à l'heure où il va être plus que nécessaire d'accompagner les changements en cours dans la société afin que personne ne soit laissé au bord du chemin et que chacun se sente mobilisé autour de ces enjeux. N'opposons pas les uns contre les autres. Réjouissons-nous de la complémentarité de l'offre éducative permettant aux parents d'exercer leur liberté de choix. Non, la fraternité ne se décrète pas. Elle doit se vivre concrètement dans la reconnaissance de la contribution de chacun, dans l'engagement de tous les acteurs. Cette même idée de l'engagement des acteurs m'amène à considérer, avec grand intérêt, un certain nombre de réformes présentées par le président de la République et le ministre de l'Éducation nationale, avec lequel nous entretenons, ainsi qu'avec son cabinet et ses services, un dialogue constructif. Réformes qui, nous semble-t-il, vont dans le bon sens. Le métier d'enseignant d'abord, et sa revalorisation. Quand j'évoque l'engagement des acteurs, j'ai évidemment en tête l'engagement des enseignants. Nous aussi, nous voulons une école où l'on reconnaît que les enseignants jouent un rôle central, une école où leurs missions sont reconnues. Cette année, pour la session 2022 des concours de recrutement d'enseignants, nous n'avons pas enregistré la dégradation observée dans le public. Le taux de rendement des concours externes dans le premier comme le second degré sont restés stables dans l'enseignement privé à 95%, alors qu'ils ont chuté à 75% dans le public. Nous y voyons un signe intéressant de la politique que nous menons depuis des années en faveur de l'amélioration de notre offre de formation, particulièrement dans le second degré. Nous y voyons aussi un signe intéressant de notre attractivité que nous devons à l'ensemble des équipes qui, dans nos ISFEC et dans les établissements, accompagnent au quotidien les futurs enseignants. Ces bons résultats ne nous font pas cependant oublier les difficultés importantes rencontrées dans le recrutement des suppléants. Mais grâce à l'engagement des chefs d'établissement, de leurs enseignants et des services de l'emploi des directions diocésaines,
nous parvenons à fidéliser nos enseignants en conjuguant accompagnement en proximité et autonomie, en favorisant le travail en équipe, afin de donner du sens ensemble à ce que l'on fait, en créant un climat de fraternité entre les adultes. La gestion des enseignants doit encore gagner en souplesse en faisant davantage confiance aux chefs d'établissement. Si en ce début d'année, nous avons presque réussi à mettre un professeur devant chaque élève, rapidement la question des remplacements va se poser, avec un différentiel de rémunération avec les contractuels du public qui s'est réduit mais qui demeure, mettant nos établissements en difficulté. Nous savons cependant que l'harmonisation des grilles de rémunération est en cours. Pour remédier à cette crise des vocations qui est indéniable, qui touche les enseignants, il y a plusieurs leviers, comme la revalorisation salariale pour les entrées, mais aussi milieu de carrière. Je crois qu'il faut aller plus loin pour que tous les échelons soient concernés. Mais l'attractivité est aussi à traiter sous un autre angle. La rémunération ne fait pas tout. Il faut repenser le métier d'enseignant, la mission d'enseigner, lui redonner du sens. Alors faisons confiance aux enseignants. Encourageons-les dans leurs initiatives. Témoignons-leur notre reconnaissance. Donnons-leur des marges de manœuvre. Un autre domaine, celui de la voie professionnelle, pose aussi des questions pour les acteurs qui s'y engagent. Même si les modalités de mise en œuvre restent à réfléchir, la demi-journée de découverte professionnelle au collège nous apparaît intéressante pour rendre l'élève davantage acteur de son orientation et pour valoriser la voie professionnelle. La réforme nous semble aussi opportune en ce qui concerne les lycées professionnels, avec des temps de stage d'au moins 50%, un arrimage du lycée professionnel au monde du travail et la révision de la carte des formations. Intéressés par la réforme, nous attendons néanmoins qu'elle soit accompagnée à la hauteur de ces enjeux. C'est pourquoi nous nous entretiendrons avec la ministre déléguée à l'enseignement et à la formation professionnelle. Rien ne se fera d'efficace pour la voie professionnelle sans prendre en compte la spécificité de l'organisation pédagogique qu'elle nécessite, l'accompagnement des enseignants auxquels on doit porter des réponses, notamment financières, lorsqu'ils interviennent auprès d'un public mixte, c'est-à-dire le regroupement dans une même classe d'élèves sous statut scolaire et des apprentis. S'agissant de l'engagement des acteurs, je voudrais vous parler aussi non pas d'une réforme, mais de ce que le chef de l'État lui-même qualifie de révolution copernicienne. Il me semble en effet évident qu'un changement de méthode s'impose et que la responsabilisation des équipes éducatives, la confiance faite aux acteurs est la clé du succès, autrement plus efficace qu'une énième réforme. Se connecter étroitement au terrain, donner aux établissements les marges de manœuvre pour les projets innovants, et pour cela, mettre l'administration centrale au service des rectorats et les rectorats au service des projets des établissements, et non l'inverse. C'est comme cela que nous essayons de fonctionner depuis toujours, nous, enseignement catholique, avec un pilotage qui centrait sur l'établissement et sur sa communauté éducative. D'où notre attention portée au projet d'établissement qui illustre la diversité de l'enseignement catholique. Ils apportent des réponses spécifiques aux besoins et aux contextes locaux, aux réalités diverses des élèves. Ils se mettent en place avec la culture de la liberté, de l'autonomie de nos acteurs, sous la responsabilité du chef d'établissement. Donc je dis, allons-y, banco. Plus exactement, je dis même chiche.
Si c'est dans ce cadre que l'éducation nationale souhaite évoluer, nous en serons. Nous en serons avec toute notre expertise, notre expérience, notre expérimentation, et qui permettent sur le terrain d'oser, d'encourager l'initiative et l'innovation. Nous en serons sur la base de notre projet éducatif chrétien fondé sur l'évangile du Christ, où la liberté et la créativité ont une place prépondérante pour servir une fraternité effective. Et disons-le, avec une certaine humilité quand même, nous y arrivons déjà plutôt bien, quand notre liberté de fonctionnement n'est pas entravée par les contraintes d'un système où les règles bureaucratiques l'emportent sur les services éducatifs aux élèves. Citons un exemple parmi d'autres, sur les rythmes scolaires. Régulièrement, les autorités académiques nient aux chefs d'établissement la possibilité de modifier, pour des raisons pédagogiques, l'aménagement de l'année, la semaine scolaire, voire la journée scolaire, alors même que le Code d'éducation leur reconnaît la responsabilité de leur établissement. Ou encore, à la dernière rentrée, un DAZEN qui refuse que des maîtres fassent leur pré-rentrée le 30 août au lieu du 31 août. Bien sûr, ces contre-exemples ne doivent pas occulter toutes les coopérations fructueuses qui me rendent confiant. Je voudrais, à ce titre, évoquer les constats très positifs que nous pouvons faire d'une première année de mise en œuvre de l'évaluation réalisée dans nos établissements sous la conduite du Conseil d'évaluation de l'école et de sa présidente, Béatrice Gilles. Ils attestent de ce qui s'y vit en termes de responsabilité des acteurs de terrain, de liberté pédagogique, d'innovation. Les formateurs du public, qui évaluent avec des membres de notre réseau de nos établissements, découvrent les réalités de nos établissements qui ne correspondent pas en aucun cas, ou pas toujours, aux préjugés qu'ils pouvaient en avoir, aux représentations erronées qu'ils s'en faisaient, peut-être, par exemple, sur leur mixité. Quels en sont les enseignements? Que le système éducatif français est capable de s'évaluer en accordant plus de place à la valeur ajoutée éducative, à l'initiative, à la différenciation, qu'à la conformité des normes préétablies, que la diversité des projets cousu main l'emporte sur le prêt-à-porter, que, s'agissant de nos établissements, leur projet éducatif spécifique, le caractère propre, ne fait pas obstacle à l'appréciation positive d'un commun éducatif. Oui, une révolution copernicienne est possible. Nous en serons si on ne se paie pas de mots, parce qu'elle est fondée sur la reconnaissance de l'engagement des établissements et des acteurs. Nous en serons, mais pour autant, pardonnez-moi, nous n'avons pas attendu les annonces publiques, nous n'attendons pas tout des politiques publiques, et d'ailleurs, les politiques publiques ne sont pas le tout de l'éducation. Parce qu'il s'agit loyalement de contribuer comme associés et de s'engager ensemble pour l'école, nous allons continuer à prendre de toute notre part dans les réponses à apporter à ces enjeux de société qui traversent aussi l'école. Depuis 4 ans, nous avons conduit une première étape d'une démarche prospective qui entend permettre à l'enseignement catholique de s'adapter aux nouveaux enjeux sociétaux, économiques, spirituels. Elle entrera dans une phase opérationnelle le 11 janvier prochain à Paris. Vous pouvez sortir vos agendas et retenir cette date. Sur la base des propositions qui ont émergé lors d'une réflexion collective et participative, menée dans toutes les régions de France métropolitaine et d'outre-mer, nos instances nationales et territoriales y dessineront l'école catholique de demain à court, moyen et long terme.
Nous savons déjà que l'école que nous souhaitons sera une école de la relation et de l'intériorité, une école de l'écologie humaine, une école de l'hospitalité soucieuse des plus fragiles, une école de la rencontre qui croit au dialogue et à la diversité, une école qui recherche l'amitié sociale. Nous savons que cette école sera une école qui accueille et prend soin. L'attention aux autres, qu'ils soient enseignants, élèves, personnels et bénévoles de nos établissements, doit être le préalable de toutes nos actions. La confiance donnée aux élèves et aux équipes éducatives permet de faire du climat scolaire un formidable levier pour le bien-être de tous les acteurs. L'enquête de Benjamin Moignard, professeur à l'université de Cergy-Pontoise, réalisée entre janvier 2020 et mars 2021 et consacrée au climat scolaire dans l'enseignement catholique, atteste que dans l'enseignement catholique, l'effet établissement joue de manière plus favorable que dans le public, puisque des équipes généralement plus stables peuvent porter des stratégies collectives efficaces. Résultat, 93% des élèves s'estiment bien ou très bien dans leur établissement. C'est le cas aussi pour 85% des personnels des écoles et 89% des personnels des collèges. L'école de demain sera encore plus ouverte à la mixité sociale pour diminuer les inégalités de réussite scolaire et le poids de l'origine sociale sur la réussite des parcours scolaires. Déjà, nous avons fait de l'IPS, l'indice de position sociale, un critère de répartition des moyens en interne. Nous poursuivons aussi notre plan pour les réussites éducatives qui permet de mettre en place des dispositifs en faveur d'une plus grande mixité sociale et scolaire. Depuis la rentrée dernière, nous sommes également davantage associés à la politique d'éducation prioritaire dans le cadre des contrats locaux d'accompagnement, CLA, vous avez d'ailleurs un hors-série dans votre dossier. Ces dispositifs permettent à 6 de nos établissements, plus 14 nouveaux en cette rentrée, de bénéficier de moyens supplémentaires pour leur public fragile. Nous saluons ici la volonté ministérielle de ne pas séparer l'éducatif et le pédagogique dans l'attribution des moyens fléchés pour ces élèves en grande précarité. Mais nous souhaitons vivement que ce dispositif essentiel pour la mixité sociale se généralise de façon pérenne sur tout le territoire. Je crois profondément que le développement de la mixité sociale est une chance pour chaque jeune parce qu'elle permet de rencontrer l'autre, elle permet de remédier à l'entre-soi, et que la rencontre de l'autre différent permet de se construire et de contribuer à bâtir une société plus fraternelle. C'est pourquoi je m'insurge contre les freins financiers qui nous empêchent de diversifier encore notre accueil. Je les ai évoqués, mais je redis qu'il est injuste qu'une famille qui, en raison de son quotient familial, a droit à des aides sociales, soit obligée d'y renoncer dès lors qu'elle choisit d'inscrire son enfant dans un de nos établissements. C'est pourquoi nous continuerons aussi dans une démarche volontariste d'actionner nos propres leviers pour accroître la mixité sociale. Certes, nous n'accepterons jamais la sectorisation contraire au principe de liberté de choix des familles. Nous n'accepterons jamais une politique de quotas inefficace. Alors, me direz-vous, sur quel autre levier pouvez-vous vous appuyer ? Il s'agit, je crois, en premier lieu, d'éviter l'autocensure de certaines familles qui, par méconnaissance, surestiment la charge de travail ou le poids financier que représenterait une inscription chez nous. Agir sur ces fausses représentations
nous semble bien plus opérant que les quotas qui sont déjà expérimentés en vain pour les bacs pro en BTS ou pour les boursiers en classe préparatoire. Nous ne refusons pas ces élèves. Il faut bien l'entendre. Nous ne refusons pas ces élèves. Mais la plupart ne s'inscrivent pas. Et Parcoursup n'est nullement en cause. Parcoursup n'est nullement en cause. D'ailleurs, je voudrais en profiter pour dire un mot quand même, que si l'outil n'est pas encore parfait, et le peut-il, il s'est considérablement amélioré cette année. Il ne faut pas avoir la mémoire courte sur ces affaires-là. Donc, indépendamment de cet outil, nous allons travailler nos politiques d'inscription à tous les niveaux pour essayer de faire venir les populations moins favorisées dans nos établissements. Autre levier à notre disposition, celui de la modulation de la contribution des familles en fonction des revenus de celles-ci, que pratiquent déjà de nombreux établissements et que nous travaillons à généraliser, comme le fait par exemple la direction diocésaine de Nancy. Troisième levier peut-être, il s'agit de corriger les effets d'une implantation qui, historiquement, s'est faite dans des centres-villes, qui concentrent aujourd'hui les populations, en général, sociologiquement les plus favorisées. Nous avons donc créé, par exemple, l'école Laudato Si à Toulouse, qui vient d'ouvrir à l'entrée du quartier prioritaire des Isards. Preuve que l'enseignement catholique peut choisir de se développer aux périphéries plutôt que de renforcer ces structures de centre-ville, malgré la forte demande dont elles font l'objet. La mixité sociale doit aussi s'accompagner d'un souci de mixité scolaire qui fasse de nos établissements des lieux où chacun trouve sa propre excellence. Un établissement d'excellence veille à conduire chacun de ses élèves au maximum de ses capacités. La diversité des établissements et leur voie générale, technologique et professionnelle permet de proposer une offre éducative adaptée aux besoins de tous les élèves. La dynamique prospective incite à développer un maillage fondé sur la mise en réseau de ces divers établissements, permettant de sécuriser les parcours de tous les profils de jeunes. L'objectif ? Que chacun puisse y réussir un parcours de formation correspondant à ses aspirations et à ses capacités, d'où notre intérêt déjà signalé pour la réforme de la voie professionnelle. Cet enjeu de continuité de parcours est particulièrement fort pour nos élèves à besoins éducatifs particuliers, à qui des dispositifs d'inclusion permettent de poursuivre le cursus scolaire le plus loin possible. Je vous rappelle que depuis la mise en œuvre du plan pour les réussites éducatives, qui est notre plan, en 2008, 457 ULIS ont ainsi été créés, aussi bien en école qu'en collège ou en lycée. Des dispositifs relais permettent de lutter contre le décrochage. Des dispositifs passerelles entre l'école et le monde du travail permettent enfin d'accompagner l'insertion professionnelle des jeunes, comme l'ULIP, Unité locale d'insertion professionnelle, mise en place au lycée Saint-Martin de Roubaix. L'école catholique de demain sera enfin celle de la sobriété et de la solidarité. Nous en sommes des acteurs attentifs depuis longtemps. La sobriété et la solidarité permettent de retrouver l'essentiel, le sens de la relation à l'autre, la fraternité. Dans bien des établissements, les projets de développement durable offrent en outre des occasions d'engager les jeunes dans des actions qui les motivent, comme l'illustre la création l'an dernier d'un parlement régional des éco-délégués de l'enseignement agricole catholique dans les Hauts-de-France, ou encore la caravane de la création qui a été mise en place à cette rentrée scolaire dans le diocèse de Saint-Flour, dans le Cantal. Pour aller plus loin encore, l'enseignement catholique étendra cette ambition de sobriété à des organisations faisant la part belle à la mutualisation entre établissements, à des projets immobiliers plus soucieux de leur empreinte carbone
ou à des actions de solidarité internationale porteuses d'une nouvelle conception des relations Nord-Sud. Finalement, ce qui se passe aujourd'hui sur les questions de l'énergie, du climat, est peut-être un mal pour un bien, car cela nous oblige à nous poser des questions sur les ressources non infinies de notre planète et à faire bouger les curseurs pour retrouver l'essentiel et aller vers moins de biens et plus de liens. Oui, nous savons ce que nous voulons et nous savons comment nous voulons le faire. Faire confiance aux acteurs, miser sur leurs projets et sur leurs initiatives. Bref, faire le pari de leur engagement, c'est bien l'objet de nos rencontres du 11 janvier prochain à Paris, où nous allons mettre en place la bourse de l'engagement. L'esprit de mon propos d'aujourd'hui n'a jamais été loin de ce à quoi le pape François nous invite dans le pacte éducatif global. Un engagement de tous les acteurs, ceux de l'enseignement catholique, ceux de nos équipes éducatives, professionnelles comme bénévoles, ceux de la société civile et de la puissance publique. Cet engagement demande de faire alliance et d'être engagés ensemble pour tenir ensemble la promesse éducative auprès de ceux qui nous sont confiés. Oui, engageons-nous pour et avec les jeunes. Je vous remercie. Donc, si vous avez des questions maintenant, Monsieur Jarroux, il y a plusieurs. Si vous voulez bien vous présenter à chaque fois, parce que j'en connais un certain nombre, mais pas tout le monde encore. Pascal Bouchard, tout éduque. J'aurais beaucoup de questions, mais je voudrais juste en poser deux sur des choses qui ne sont pas dans votre propos. D'une part, vous avez évoqué l'augmentation du nombre des apprentis au niveau post-bac. Qu'en est-il au niveau bac et infra-bac ? Deuxièmement, vous avez évoqué une augmentation du nombre des enfants de maternelle, notamment de petites sections. Où en êtes-vous du forfait d'externat et de cette somme qui a été inscrite au budget ? Alors, je vais commencer par répondre pour la deuxième question. Aujourd'hui, c'est une estimation qui repose, enfin c'est plus qu'une estimation, c'est le résultat d'une enquête. Aujourd'hui, on peut estimer, après une enquête qui avec une enquête quand même la plus précise possible, que d'abord on pourrait dire que 9% des écoles maternelles qui ont bénéficié d'un forfait alors qu'elles n'en bénéficiaient pas du tout. Elles devaient essayer d'aucune somme. 9%, ce qui représente un montant de 21 millions. Et pour les autres écoles qui bénéficiaient d'un forfait, nous avons un forfait moyen qui a fortement augmenté, puisqu'il est passé d'un forfait moyen de 893 € à 1168 €. Donc une hausse de 31% pour ceux qui calculent vite. Ce qui représente une augmentation, une somme supplémentaire de 39 millions d'euros. Donc en tout, ça fait 60. 39 plus 21, oui. Bah, monsieur, enfin, tout éduque, alors ça ne va pas. Donc 60 millions. Après, la question, parce que c'est souvent la question qu'on nous pose, mais ça, on ne pourra pas y répondre, et on est incapable d'y répondre, c'est sur ces 60 millions, combien ça a coûté réellement à l'État, c'est-à-dire quelles sont les communes qui ont pu avoir une compensation. Ça, on ne peut pas le savoir. Et on n'aura jamais le chiffre, nous. Hein. Il faut appeler le ministère pour ça. Est-ce que vous savez que les conditions pour y avoir le droit sont des conditions extrêmement complexes, puisque
il faut que la dépense globale, à la fois du public et du privé, ait augmenté et par rapport à l'année précédente. Donc là, on ne peut pas savoir, non. On ne peut pas savoir. Voilà les chiffres. Formidable, on a enfin les chiffres. Donc, pour les apprentis, avant le bac, il y en a 10 000, et post-bac, 25 000, sur les 35 000 que nous avons. Mais on a une augmentation à tous les niveaux, et dans le pré-bac et dans le post-bac. Il y avait M. Jarreau, je crois. On ne présente plus M. Jarreau. Ah, si, quand même, François Jarreau, le café pédagogique. Moi aussi, j'ai plein de questions, mais je vais me limiter à 2. La première, un peu plus sur le fond. Est-ce que vous diriez que l'État, en fait, applique à l'enseignement public le modèle catholique à travers sa réforme? Et puis, l'autre question, une surprise quand même pour moi, c'est absence de panique par rapport au chauffage. Alors, quand je parle absence de panique, apparemment, vis-à-vis de la hausse des dépenses de chauffage. Or, quand je parle avec des chefs d'établissement du public, pour eux, c'est la moitié ou les 3/4 de leur budget, donc c'est un peu panique. Autrement dit, comment ça se passe chez vous? Est-ce que c'est les collectivités locales qui vont éponger la hausse, ou est-ce que c'est des dépenses qui sont entièrement à la charge du propriétaire, c'est-à-dire vous? Et comment vous voyez les choses? Parce que là, il y a quand même un sacré problème. Alors, sur la réforme, je ne pense pas que le projet éducatif d'éducation nationale va être fondé sur l'évangile du Christ. Donc, ça m'étonnerait que l'État nous copie. Enfin, voilà. Donc, je ne sais pas. Voilà. Vous savez, moi, je suis partageur de nature. C'est-à-dire que moi, je souhaite vraiment que tout enfant scolarisé en France puisse bénéficier de la meilleure éducation et instruction possible. Alors, si on fait bien les choses et que sur ces points-là, eh bien, on dit c'est pas mal ce qu'ils font, bah, tant mieux. Ce ne sera pas la première fois en plus. C'est pas la première fois que on prend, pas modèle, mais on s'inspire à notre façon de faire. Et voilà. Sur la deuxième raison, vous n'avez pas bien écouté, Monsieur Jarreau. Je suis déçu. Je suis très déçu. Parce que j'ai quand même cité, alors j'ai peut-être pas assez dramatisé, mais je peux rajouter une couche, hein, puisque j'ai cité cette école de Franche-Comté qui avait une facture jusqu'à présent de 20 000 et qui s'attend à une facture de 200 000. Mais ça, je peux vous donner des exemples, des milliers d'exemples. Donc, pour répondre à votre question, oui, nous sommes très inquiets sur cette question énergétique. Oui, il va falloir que la puissance publique nous accompagne. Non, personne pour l'instant nous accompagne. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a aucune information qu'on va être aidé. Mais après, nous ne sommes pas les seuls, hein, mais on pourrait imaginer que des secteurs associatifs répondant à une forme d'économie sociale et solidaire qui remplit une mission de service public comme nous le faisons, puissent être aidés et qu'un bouclier s'instaure. Parce que là, on va avoir de très, très gros problèmes. Et il va falloir tricoter des pulls pendant les vacances de la Toussaint. Denis Perron, pour la Croix, il y a l'évolution démographique qui est défavorable, notamment ou favorable, ça dépend de quel bout on prend le problème, mais dans le premier degré, on a des coûts qui explosent, notamment les coûts de chauffage dont on vient de parler, des familles qui potentiellement vont voir leur pouvoir d'achat se réduire. Est-ce qu'il faut s'attendre à une baisse des effectifs de l'enseignement catholique sur les années à venir et est-ce que ça risque de mettre en péril un certain nombre d'établissements? Alors, sur la baisse des effectifs, les prévisions de l'ADEP, me semble-t-il, prévoient que la population scolaire va diminuer de 500 000 dans les 5 ans à venir. Si vous faites, même si ce n'est pas tout à fait le cas, mais si on voulait raisonner comme ça, 20% de 500 000, Monsieur Toutéduc, vous savez faire. Voilà. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que la démographie va nous conduire à une poursuite de la baisse de nos effectifs, au moins en premier degré, et après au collège, etc., puisque ça va suivre. Donc ça, les enfants qui ne sont pas nés, et on ne va pas raisonner après autrement. Sur la fragilisation de nos établissements, oui, il y a des établissements, mais on va mettre tout en œuvre. On travaille avec la Fédération nationale des OGEC. Donc, on a vraiment pris ce problème à bras-le-corps depuis cette rentrée.
pour imaginer des solutions, anticiper, réaliser des économies. Et on va y arriver, il n'y a pas de raison. On a traversé d'autres tempêtes. Mais il est évident que l'augmentation générale des coûts peut entraîner des grosses difficultés. Alors, si avec l'enseignement catholique concerné, on se dirait c'est que l'enseignement catholique, mais on voit bien que dans notre tissu, les entreprises vont être fragilisées, les commerçants vont être fragilisés, tout le monde est fragilisé dans cette histoire-là. Donc, on va bien trouver une solution collective de solidarité pour sortir de cette période très difficile. Et évidemment, on est très attentif peut-être à accélérer aussi des processus de rapprochement, de fusion, ce qui ne veut pas dire qu'on diminuera nos effectifs, mais ça va peut-être accélérer un processus qu'on a déjà engagé et qu'il faudra sans doute amplifier. Il y avait monsieur de France Culture, je crois, c'est ça? Bonjour, Hakim Yasmi de France Culture. Deux petites questions. La première, elle concerne les postes. Grande problématique de la rentrée. Alors chez vous, vous le disiez, entre guillemets, 95%, les postes ont été pourvus. Mais quelle est la part dans le privé des contractuels? Est-ce que c'est aussi 9%, par exemple, dans le secondaire, comme cela est dans le public? Et y a-t-il des disciplines dans lesquelles il y a aussi des manques chez vous, même si le taux de rendement est beaucoup plus important? Et deuxièmement, quelle est la part d'élèves boursiers? Vous disiez qu'aujourd'hui, de plus en plus de familles mettaient leurs enfants dans le privé, pas que les familles aisées, contrairement au cliché. Est-ce que vous avez le pourcentage aujourd'hui des familles, entre guillemets, modestes qui sont dans le privé au niveau national? Alors, sur la question des enseignants, oui, nous rencontrons les mêmes difficultés dans les mêmes disciplines, ce qui n'est pas très étonnant. Si vous voulez, les académies où nous avons des difficultés, c'est quand même c'est Créteil, Versailles a des difficultés. Il y a des difficultés dans le public, mais il y a des difficultés aussi chez nous. Hein. Il y a plein de raisons pour ça. Il y a aussi des raisons de finances. Hein. On voit bien que dans les villes où l'immobilier est très cher, les enseignants ont du mal à venir, en plus d'autres facteurs. Donc dans les mêmes disciplines qu'ailleurs, des disciplines scientifiques, parfois dans la langue, parfois en lettres classiques aussi, on a ça. Donc oui, nous avons des difficultés et nous avons quand même un certain nombre de... alors là, tu vas expliquer ça. C'est toi qui as les chiffres. On a, à la rentrée 2022, on compte 1,6% de postes du premier degré qui sont non pourvus par des maîtres en contrat définitif et 3,1% dans le second degré. En valeur absolue, ça fait 800 postes en premier degré et 2800 postes en second degré qui sont donc pourvus parce qu'on appelle chez nous des délégués auxiliaires ou autrement dit des suppléants à l'année. Après, on a tous les suppléants qui assurent les remplacements des enseignants qui sont en congé de formation ou de maladie ou de maternité. C'est-à-dire que pour le primaire, c'est à peu près équivalent, parce que le primaire dans le public, c'est environ 1%, c'est 1,6. Par contre, il y a une grande différence, puisque chez vous, dans le secondaire, on est à 3,8 quand on est à 9 pratiquement dans le secondaire. Dans le public, pardon. Ouais. Il faut savoir aussi que chez nous, notre accompagnement des enseignants par la suppléance est un dispositif qui est vraiment très bien rodé, avec comme j'évoquais tout à l'heure, une grande fidélisation de nos enseignants, et que 60% des titulaires aujourd'hui passent par le concours interne chez nous. Hein. On a vraiment une culture là, autour de ça. Et alors sur les boursiers, je peux vous dire, hein, donc des collèges par taux de boursiers au niveau des collèges. Alors c'est pas un nombre hein, que je peux vous donner, mais on a 41% de nos collèges qui ont moins de 10% d'élèves boursiers, 59% qui ont plus de 10% d'élèves boursiers, et 20% des collèges qui ont plus de 20% d'élèves boursiers. Donc c'est pas négligeable. Et on a à peu près la même proportion en lycée général et en premier degré, en pro, pardon, où là, en premier degré, on n'a pas, en pro, pardon, où on a beaucoup plus d'élèves boursiers, puisque 14% des LP ont plus de 40% d'élèves boursiers. Et 80% des LP ont plus de 20% d'élèves boursiers. Donc, en lycée professionnel, on a une très forte proportion d'élèves boursiers.
Non, et puis ça, vous voyez, ça me permet de rebondir sur quelque chose, votre remarque, madame. C'est que on donne toujours des chiffres au niveau national qui sont justes, mais compte tenu de ce que j'évoquais tout à l'heure de notre lieu d'implantation, on a énormément d'établissements qui ont déjà une très grande mixité sociale. Mais qui sont gommés. Enfin, quand on fait une moyenne, ça gomme les choses parce qu'on a des établissements qui, historiquement, par leur lieu d'implantation, ont une très faible mixité sociale, mais on en a aussi qui ont une très forte mixité sociale, notamment, et je vous invite à regarder les chiffres, dans toute la ruralité française. Dans la ruralité, on est très mixte, très, très mixte. Et avec des familles, beaucoup de familles très peu favorisées, je peux vous l'assurer. Je n'aurais pas une nouvelle fois évoqué le Cantal, mais allez faire un tour dans le Cantal. D'abord, c'est une belle région. En plus, vous allez découvrir des réalités sociales que vous n'imaginez peut-être pas. Bonjour, Stéphanie Combe à La Vie. Au sujet des remplaçants, qu'est-ce qui explique le différentiel de rémunération entre contractuels et suppléants ? Et vous avez évoqué l'aide aux familles les plus touchées. Est-ce que vous pouvez nous préciser un chiffre et comment est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que vous avez une enveloppe au niveau national ? Est-ce que c'est en lien avec les OGEC au niveau local ? Est-ce que vous auriez un ordre de grandeur ? Sur cette question, et après je répondrai à la première, mais sur cette question, on n'a pas une aide nationale. Il y a des organismes, l'APEL a pu apporter une aide, la FNOGEC par le biais aussi de la Mutuelle Saint-Christophe aussi nous a parfois aidé, etc. Donc, et puis il y a des aides locales qui sont débloquées. Bon. Donc là, c'est vraiment des politiques qui sont du coût humain pour le coup, en fonction des situations et des solidarités qui ont pu être développées dans certains diocèses ou dans certaines régions. Voilà. Donc j'ai pas de chiffres, on n'en aura jamais pour le coup, parce qu'on ne fait pas du tout d'enquête là-dessus. C'est pas... Mais on sait très bien que on va faire un effort supplémentaire pour accorder une forte réduction sur la contribution des familles. C'est souvent aussi ça qu'on apporte comme aide. Mais après, en recherchant à trouver, bien entendu, un équilibre économique. Alors, la différence entre les contractuels et les suppléants et les DA, elle est liée à l'histoire, où il y avait des grilles, etc. Puis les choses vont se réduire petit à petit. Mais il faut que ça se réduise parce que on était dans une très grande injustice, là. Donc, le premier. De quel ordre l'injustice ? L'injustice a pu être structurelle, elle est de l'ordre de entre 300 et 400 euros par mois. Vous savez qu'elle avait augmenté avec la politique de certains recteurs de surélever les rémunérations des suppléants dans certaines disciplines et certaines académies. Cette partie-là nous a été étendue l'an dernier. Il reste maintenant à égaliser la grille de base, la grille structurelle, pour réduire la dernière différence. L'existence de deux grilles est une histoire ancienne, elle remonte à 1977, lorsque la loi Germer a égalisé les rémunérations des enseignants du privé et les rémunérations des enseignants du public. La loi a oublié les suppléants en ne mentionnant que les titulaires. C'est l'origine de la différence. Autre question ? Pas d'autres questions ? On va vous donner. Bonjour, Delphine Banco de 20 minutes. Est-ce que vous pouvez rappeler le dispositif d'accompagnement des suppléants, justement, quand ils prennent leur poste ? Alors, il n'y a pas un dispositif unique, mais le principe, si vous voulez, c'est que d'abord, quand on accueille, on commence par une réunion d'information. Voilà, on accueille, c'est large en disant, mais qui dit un peu qui l'on est, parce que c'est important. Je veux dire, déjà, un suppléant, pour qu'il puisse s'exercer paisiblement et dans l'enseignement catholique, et bien sûr, on ne lui demande pas forcément d'être catholique, mais au moins, par honnêteté, il doit savoir où il met les pieds. Voilà. Donc, on informe qui l'on est, quel est notre projet, sur quoi repose notre projet, comment on essaye de le vivre, et puis sur le métier d'enseignant. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire enseigner, comment enseigner, etc. Puis après, il faut bien se dire que la formation d'un suppléant, c'est évidemment des formations externes, et là on a des dispositifs en lien avec nos organismes de formation qui permettent d'accompagner les suppléants,
Mais on se forme aussi en interne. Et je dirais que aujourd'hui, un établissement doit être un établissement formateur. Pas simplement formateur au niveau des élèves, mais aussi entre pairs. Donc on a je crois, une vraie politique d'accueil qui commence par l'accueil du chef d'établissement. Je vous rappelle que dans l'enseignement catholique, c'est le chef d'établissement qui constitue son équipe. Donc le chef d'établissement reçoit le suppléant, prend du temps avec lui, prend le temps de lui expliquer le projet spécifique de l'établissement, de son établissement, va quelque part faire en sorte qu'il soit parrainé par un enseignant de sa discipline, qu'il soit bien accueilli dans l'équipe disciplinaire, qu'il puisse avoir des rencontres régulières, soit avec le chef d'établissement, soit avec un adjoint, soit avec, par exemple, un responsable de discipline, enfin un responsable entre guillemets de discipline dans une truc, qui pourra faire le point avec lui, qui pourra l'aider à bâtir sa séquence, qui pourra l'inviter à... Moi, je me souviens, quand j'étais chef d'établissement, c'est une chose que je disais toujours, n'attendez pas d'avoir que la situation se dégrade dans la durée pour venir me voir. Si vous venez me voir en disant j'ai des difficultés, je vous dirais c'est normal, vous inquiétez pas, on va vous aider. Et je crois que c'est ça aussi qui permet de fidéliser nos enseignants avec tout les dispositifs au fil de l'eau sur un accompagnement un peu plus didactique et puis pédagogique, etc. Et puis, très rapidement, une incitation à entrer dans une... Si le métier leur plaît, hein, s'ils accrochent, s'ils sont heureux dans ce métier, une incitation à préparer et à passer les concours internes pour être titularisés. J'aurais encore deux questions, une assez simple et une plus de fond. Celle qui est assez simple, c'est vous dites que le plan cantine est inadapté. Si vous pouviez expliquer pourquoi il est inadapté à votre public. Et celle plus de fond, dans le dernier ECA, il y a un très bon petit dossier sur la mixité sociale, avec une interview de Julien Grenet qui est vraiment très intéressante. Et Julien Grenet, il vous invite en fait à faire des plateformes d'inscription des élèves de façon à moduler la répartition sociale des élèves sur plusieurs établissements. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas d'accord avec ça. Pourquoi ? C'est pas... Il y a un point absolument fondamental chez nous, c'est la liberté. Liberté des familles, liberté des établissements. C'est le cœur de la loi, hein. C'est reconnu par la loi. Donc, qu'on l'améliore, la coordination. Moi, je l'ai vécu, ça. Hein. Je veux dire, ça existe déjà chez nous. Là, c'est vrai que cette interview est tout à fait intéressante, mais on n'a pas attendu cette interview pour déjà agir comme ça. Vous avez des tas de... Je peux vous citer, par exemple, un secteur que je connais bien, hein, celui de Nogent-sur-Marne, où on a 3 établissements secondaires sur la même ville, où jusqu'à présent, il y avait un établissement qui accueillait surtout, qui était réputé pour accueillir les élèves les plus fragiles, les plus en difficulté, les plus défavorisés socialement. Eh bien, par un travail commun entre les 3 chefs d'établissement, il y a eu une harmonisation qui s'est faite et donc un accueil plus diversifié dans les 2 autres établissements. Donc, je suis contre les quotas qui sont inefficaces et qui sont contraires au principe même de la liberté. Ça, c'est une ligne rouge qu'on ne peut pas accepter. Voilà. Ça, des quotas et la sectorisation, c'est pas possible. Parce que la liberté des familles, c'est pas d'inscrire forcément son enfant sur un secteur, c'est la loi. Et bien, on tient à cette liberté. Mais après, tout ce qui favorisera justement l'ouverture des établissements les moins ouverts dans la mixité sociale, c'est une bonne chose. Encore faut-il que nos familles viennent, que ces familles viennent, et je peux vous assurer que c'est compliqué, même quand il y a une réelle volonté des chefs d'établissement. Sur la cantine à 1 euro, je laisse la parole à Yann. Le plan cantine à 1 euro, il est symptomatique des difficultés que nous avons, en fait, généralement avec toutes les politiques publiques quand elles sont promues par l'État, elles passent toujours par des collectivités territoriales, donc nous dépendons en fait de la volonté de la collectivité territoriale. Si je prends le plan cantine, il suffit que la mairie ne veuille pas y participer pour que nous ne puissions pas y participer. Voilà, c'est tout. Donc, quand vous additionnez les obstacles successifs, vous arrivez à une poignée d'écoles qui pourront entrer dans le jeu. D'une part, je voudrais savoir si l'étude de Benjamin Moignard est publique, parce que je ne l'ai pas vue.
Elle figure sur le site de l'enseignement catholique. Voilà. Il y a un article et les deux études, les deux synthèses des études école et collège. D'accord, merci. Parce que 93% des élèves qui s'estiment bien dans leur établissement, il me semble que ce n'est pas très, très différent de ce qu'il y a dans le public, mais je n'ai plus les chiffres en tête. Alors, je veux dire, je ne sais pas du tout parce que moi, je me compare jamais. Voilà. Vous savez, c'est comme quand un enfant, mes enfants ou moi-même, quand j'étais petit, je rentrais, j'ai eu 5, mais les autres, ils ont eu encore moins bien. Ce n'est pas un argument, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on tende vers le 100%. Et je souhaite que les enfants du public, si c'est le même taux dans le public, je peux que me réjouir. Bonjour, j'aurais voulu savoir si vous aviez une explication de la baisse du post-bac, puisque l'année dernière c'était déjà le cas. Vous dites attendre une enquête plus approfondie, mais peut-être à la lumière de l'année dernière, vous avez quelques pistes quand même. Et deuxième question sur les effectifs en général. Est-ce que le nombre de vos établissements a changé depuis quelques années à la lumière de cela? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres précis? Non. Alors, la deuxième question, il y a une stabilité en nombre d'établissements. Hein. On en crée, et puis il y en a qui ferment. Il y a des petites écoles qui ferment chaque année, mais il n'y a rien de significatif qui permettrait d'expliquer cette diminution des effectifs. Donc là, ce n'est pas du tout un facteur. Et puis il y a des regroupements d'établissements parfois, mais bon, on a une stabilité là-dessus. Sur la première question, la question des CPGE, hein, c'est une tendance de toute façon qu'on a aussi dans le public. Hein, donc c'est pas. On voit bien aujourd'hui que, au moins dans nos statistiques, dire que les classes préparatoires aux grandes écoles qui accueillent des jeunes qui se préparent aux très grandes écoles d'ingénieurs ou très grands, vous voyez ce que je veux dire, hein, qui se préparent à Polytechnique, les mines centrales, quoi, et d'autres, bien entendu, parce que si je dis pas tout après, je vais faire des malheureux, ou aux écoles de commerce, type HEC et autres. Celles-là font le plein, grosso modo, elles font le plein. Les classes préparatoires qui préparent à des écoles, on va dire, intermédiaires, qui sont de bonnes écoles, hein, mais qui ont aussi diversifié considérablement leur recrutement. Même les très grandes écoles ont diversifié leur recrutement. Je connais un jeune qui, à la suite d'un Master 1, est rentré Master 1 universitaire, vient d'intégrer le Master 2 d'HEC. Donc on a de plus en plus de passerelles entre l'université et les grandes écoles, les BUT et des écoles d'ingénieurs qui sont peut-être moins réputées, qui ne sont peut-être pas dans le top 10, mais qui sont de bonnes écoles d'ingénieurs, auxquelles on accédait parfois à la suite d'une classe préparatoire. Donc, puis peut-être que notre jeunesse évolue, ils ont envie de vivre autrement leurs études supérieures, et puis on voit bien le développement de l'offre de formation en supérieur qui se diversifie. Et là, je fais le lien aussi avec les BTS, notamment avec le développement des bachelors, notamment aussi avec le goût pour un certain nombre de jeunes, quand ils le peuvent, parce que là, il y a une ségrégation sociale qui peut avoir lieu, d'effectuer des études à l'étranger. Hein. Tous nos chefs d'établissement, de lycée, disent il y en a beaucoup de nos élèves qui partent à l'étranger, qui partent au Québec ou je ne sais pas où, pour faire leurs études à l'étranger. Donc il y a quelque chose qui s'est ouvert. Alors le BTS, on vous a dit, première réponse, c'est que la voie de l'apprentissage semble être de plus en plus privilégiée, enfin pas majoritairement, on voit qu'il y a une tendance. La deuxième, c'est que quand on ne propose pas à la suite d'un BTS une troisième année, que ce soit une licence pro ou autre, ben ces BTS-là attirent moins. Puis il y a peut-être une troisième raison aussi que j'ai évoquée tout à l'heure, pour nous au moins, cette histoire de pourcentage de bac pro dans les BTS, hein, même si on n'est pas complètement dans une politique de quota, c'est quand même un peu ça. Du coup, ben, les bacs technologiques se candidatent moins, les bacs généraux encore moins. Et avant, on avait une population qui était plus mélangée en BTS, même si elle existe encore. Et le vivier de bac pro, compte tenu de la baisse de nombre d'élèves scolarisés en bac professionnel dans le public comme dans le privé, ben, le vivier de bac pro, lui, diminue. Et en plus, nous, la majorité de nos BTS sont plutôt des BTS de type tertiaire. Donc, vous voyez. Donc, tous ces effets conjugués font qu'on enregistre une forte baisse dans nos BTS qui pourrait se poursuivre au moins sur la voie scolaire. Hein, sur la voie d'apprentissage, c'est d'autres choses.
Pardon, j'avais une autre petite série de questions là pour le plutôt question bac. Est-ce que vous avez des nouvelles des épreuves de spécialité? Et est-ce qu'on peut faire un petit point sur l'option maths? Qu'est-ce que ça donne dans vos lycées? Alors, sur l'épreuve de spécialité du mois de mars, vous parlez de la date, là? Moi, je n'ai pas de nouvelles. Moi, je sais pas, je vais appeler le ministre en sortant, si vous voulez. Non, je voudrais juste dire une chose sur cette date. Il y a un grand débat, etc. Je voudrais dire même deux choses. La première, c'est que allons jusqu'au bout de la réforme et permettons son expérimentation jusqu'au bout. Les 2 dernières années, vous savez comme moi que tout était perturbé, donc on n'a pas pu expérimenter l'affaire. Donc, menons l'expérience jusqu'au bout. Mars. Mais, une fois l'expérience menée, peut-être qu'il faudra en tirer des conséquences. Mais les conséquences, à mon avis, vont au-delà de la question du simple calendrier, mais portent plus largement sur la question de l'évaluation. Et je pense qu'il faut travailler cette question de l'évaluation. Tant qu'on n'aura pas apporté, il y a eu du travail déjà fait, mais il faut aller plus loin dans cette réflexion autour de l'évaluation. Parce que on voit bien même l'an dernier où certains ont poussé des cris parce qu'on avait déplacé les épreuves et que du coup la note n'allait pas entrer dans Parcoursup. On constate que ça n'a pas nuit aux élèves. Donc voilà. Moi je dis expérimentons et regardons. Voilà. Ça c'est vraiment la première chose. Alors sur les maths là, qui ont été ajoutées, on l'a ajouté partout. C'est-à-dire, partout, il y a eu la possibilité de faire des maths en plus. Le succès est très relatif. On n'a pas pu avoir une enquête truc, mais on nous a tous dit que c'était quelques unités partout. Quelques unités partout parce que vous connaissez la raison. Hein. Annonce tardive, les élèves avaient fait déjà leur choix, donc les familles n'avaient pas eu le temps de réfléchir. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne idée de réintroduire. Moi, je suis favorable à la réintroduction pour tous. Mais... Oui. Mais là, ce n'est pas significatif. C'est arrivé beaucoup trop tard. Alors, la décision n'est pas prise, qu'elle soit encore obligatoire. Au niveau ministériel, ce n'est pas encore pris. Mais voilà. Donc, non significatif. D'autres questions? C'est le moment. Demandez le programme. Merci, en tous les cas. Merci beaucoup pour ce temps d'échange et de partage. Et puis, bon article.